Et dès le premier jour, je me suis dit, ok, c'est ce métier-là que je veux faire. Ça là, ce que je suis en train de faire, j'adore. La gestion de la carrière, elle est personnelle. Et en fait, c'est son chemin, on est tout seul dessus. Et c'est pas... Il y a des gens qui nous tendront la main, mais la vérité, c'est que c'est à nous de la saisir. Donc je suis arrivé avec mes gros sabots en disant, bon, à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que c'est l'interdiction de parler aux devs. Tu jongles entre faire toi-même le changement d'infra, puis en même temps devoir un peu manager. Et là, dans mon équipe, ça, dès le début, ça a explosé. Je peux dire les mots, je pense que j'ai pas honte, mais globalement, donc déjà ils m'ont surnommé King Jong-un. Bienvenue dans La Cave, le podcast dédié à découvrir les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, on échange avec Junior Bernard, un passionné du développement au parcours très inspirant. Junior s'est passionné pour le développement informatique pendant ses études et a vite compris qu'évoluer signifiait s'adapter en permanence. Dans cet épisode, il partage une vraie leçon sur la manière de vaincre le syndrome de l'imposteur et de gagner confiance en soi. Si cet épisode te plaît, pense à liker et partager pour soutenir le podcast. Allez, zébardi! Et bonjour à tous, bienvenue dans La Cave. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité, Junior Bernard. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci de me recevoir. Non, avec grand plaisir. Du coup, présente-toi. Ok, alors moi c'est Junior Bernard, j'ai plusieurs casquettes. Globalement, je suis CTO hands-on, mais actuellement je suis fondateur aussi d'une société qui s'appelle Betterfolio, qui est un outil, un SaaS pour du B2B. On en parlera plus à la fin de ton parcours qui est extrêmement intéressant. Donc moi j'ai envie de te poser comme question, comment tout a commencé? Alors, comment tout a commencé? Je pense que déjà il faudrait un peu de contexte sur peut-être ma vie perso. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup voyagé. J'habitais en Afrique, j'habitais aux Canaries plusieurs années, en Espagne. Et je pense que ça forge aussi un peu un caractère, potentiellement une ouverture d'esprit, des cultures, voilà. Et je pense que ça joue vachement. Ensuite, j'ai fait un truc assez classique, à savoir un bac S, spé maths. J'étais un élève moyen en termes de notes. J'avais des facilités, mais j'étais feignant. Ces études-là, tu l'as fait uniquement en France? Ces études-là, oui, toute la partie lycée, je l'ai fait dans une ville magnifique qui s'appelle Le Havre, en Normandie. Ok, trop bien. À base de béton et de pluie, mais j'en retire quand même une bonne expérience. Ok, trop bien. Donc là, t'as eu ton bac et après t'as fait quoi derrière? Alors, j'ai eu un bac à 10,2, un truc comme ça. J'étais tout juste, et je me suis dit bon, qu'est-ce que j'aime bien faire. J'adore les jeux vidéo, c'est ma passion, c'est toujours ma passion. Et du coup, je vais me concentrer peut-être qu'est-ce qui est dispo, comment on fait pour faire des jeux vidéo. Tiens, il y a l'informatique, j'aime bien les PC aussi, j'en ai un. Donc je vais me lancer là-dedans. Et donc je suis parti sur un DUT informatique. Donc c'était spé génie logiciel, voilà, c'est classique développement. Et là par contre, là j'ai vraiment kiffé. Là, j'ai vraiment kiffé ce que je faisais en cours, et je suis passé de l'élève qui était dans le fond de la classe à faire des dingueries, à celui qui se disait chut, moi j'ai envie d'écouter. Mais t'écoutais quoi? C'était l'algorithmie. Ah, l'algorithmie, ok. L'algorithmie, c'était ce qui m'animait le plus. Le triabule, quicksort, pour toi, ça te parle, quoi. Ouais, ça me parle. Ouais. ça me parle complètement. Donc okay. Ça, c'était la partie que j'appréciais le plus. Ouais. Ok. Donc oui, en fait, toi, c'est uniquement les jeux vidéo qui t'ont attiré vers ce milieu-là. Au début. Mais très rapidement, et avant même la fin de mon DUT, j'ai compris que c'était un univers qui était bouché. Donc là, je me suis fait à l'idée. Alors oui, attends, comment t'as fait pour trouver que c'était bouché? Parce que littéralement, je pense que j'étais sur une promo de 150 étudiants, et les 130 voulaient faire du jeu vidéo. D'accord. Et donc on en parlait souvent, on en parlait avec les profs, et donc c'est très vite remonté comme quoi, bon les gars, si vous voulez faire ça, il y a des écoles spécialisées, mais oui. c'est pas forcément grâce à ce que vous faites actuellement que vous arriverez là où vous voulez. Ok. Donc, pendant ce DUT-là, j'ai fait mon premier stage. Ok. Donc c'était un stage chez Total. Donc c'était Total Fluid, c'est une des filiales de Total, pour bosser. Alors le
le projet en lui-même, c'est pas le truc le plus sexy, bon, mais c'était à l'époque. C'était sur une base Access. En gros, fallait monter toute une base Access et puis faire un ensemble de requêtes. Ça permettait de savoir comment on gérait des fluides chimiques et quel mélange fallait faire. Voilà, donc c'était un peu ça le truc du stage. Et dès le premier jour, je me suis dit, ok, c'est ce métier-là que je veux faire. Ça là, ce que je suis en train de faire, j'adore. Et donc très vite, le passage de je veux faire du jeu vidéo a changé. Ça a changé, ouais. Et je me suis dit, ok, mais ça c'est très bien aussi. Et j'adore jouer aux jeux vidéo. Je vais continuer. Mais par contre, mon métier, ce sera ça et ça, c'est bien. Trop bien. Donc là, en fait, t'avais une grosse passion qui était l'informatique, les jeux vidéo, pardon. Mm. Et t'avais aussi, et après t'as découvert une autre facette qui aussi était une passion ou c'était Alors qu'il l'est du coup devenu et D'accord. qui maintenant est en effet une deuxième passion. Ça peut m'arriver sur un week-end de coder ou sur un week-end de jouer. Voilà, c'est deux passions différentes, même s'il y a des il y a des similarités. Ouais. Et d'ailleurs maintenant je code aussi des jeux vidéo parfois les week-ends. Ah oui. Donc voilà, donc on peut retrouver un peu les similarités, mais le truc de la logique, de problèmes à résoudre, faire un puzzle sur Zelda ou coder un algo, c'est certes pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des ressemblances. Ouais, il y a de la réflexion à faire et Ouais. il y a, oui, carrément. Top. Ok, génial. Et derrière, quand t'as travaillé chez Total, C'était donc c'était un stage de je sais plus combien de temps, c'était 3 mois je crois. Je crois que c'est 3 mois en deuxième année ou 6 mois. Maintenant je pense que c'est plutôt 3 mois. ok, Et ensuite j'ai continué sur une licence. Et là ok, enfin c'est pas vraiment une licence, c'est un bachelor parce que là d'accord. je suis parti en Angleterre pendant un an faire une année d'Erasmus donc sur pareil. Donc c'était un bachelor en software engineering donc c'était du dev standard, c'était sur la Ok, même lignée. très bien. Et c'était une excellente expérience pour le coup, au-delà de la culture, de rencontrer des gens différents, de parler une autre langue. C'était plutôt aussi, même dans l'éducation, ils ont pas les mêmes cours que nous. Ils les font pas de la même manière. Alors certes, ça coûte de l'argent. D'ailleurs, si tu loupes ton année Erasmus, faut la repayer, hein, parce Ah, que c'est sympa. gratuit de base. C'est pas mal comme concept. C'est qu'en gros, on te donne ces 2500 euros, je crois. Ok. Ce que ça coûte, on te les offre. Et si tu loupes ton année, tu dois les repayer. Enfin, à l'époque, moi, c'était ça. Et si tu l'as réussi, bah, c'est ok pour toi. C'est gratuit. Et donc t'as quand même un enjeu. Tu peux pas faire n'importe quoi. T'es pas aux frais de la maison. Mais là-bas, j'ai découvert une autre manière de bosser, de type de prof. Donner un exemple, j'avais des cours d'IA que j'ai pas eu en France. Génial. Et déjà à l'époque, hein, Alors, c'était quelle année ça? c'était en 2010 peut-être, un truc comme D'accord, ça. d'accord. 14 ans, oui. Et donc ouais, des cours d'IA où le prof en amphi te sort un écran, un projecteur géant où il met Counter-Strike pour t'expliquer comment ça marche une IA, un bot, Énorme, un énorme. bot quoi. Et toi t'es là genre c'est génial. C'est pas grave. Ah oui. Ça me parle, j'ai envie d'être là, j'ai envie de comprendre le cours, j'ai des bonnes notes parce que j'ai envie, je comprends, voilà. Donc là, t'es plus actif qu'avant, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, Et ça a vraiment changé. j'ai Ouais. vraiment apprécié. Après, t'as des dérives possibles aussi, hein, parce que Mm. du coup, t'es dans une ville étudiante, tu peux faire la fête à gogo et Oui. voilà. Donc, tu peux dériver, mais en tout cas, ça coûte cher leur école, mais ce qui t'est fourni, notamment en termes de matos, voilà, tout ce qui t'est fourni, c'est quand même pas ce qu'on a chez nous. C'est de la qualité. Faut être franc. J'avais des potes qui étaient dans la musique assistée par informatique. Bon, bah littéralement, t'as une salle avec des claviers et c'est une université, c'est pas une école spécialisée. Donc t'as des claviers pour faire de la musique avec tout le matos qu'il faut partout sur toute une salle de 40 postes, quoi. Donc Ah oui. c'est pas mal. Donc, ils donnent les moyens pour que tu puisses y arriver, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Donc voilà, donc j'ai fait cette expérience en Angleterre. Je suis revenu en France dans une autre ville, toujours en Normandie, à Rouen, où j'ai fait un master. Donc la voie royale entre guillemets, si j'ose dire, au-delà de l'école d'ingénieur que j'ai pas faite. Mais voilà, donc un master. Et puis bah ça s'est pour le coup bien déroulé. J'ai eu un stage dans ce master-là, dans une boîte qui s'appelait Sojet. Donc c'est une boîte qui fait du transport maritime, de conteneurs précisément, notamment au Havre. Mais c'est une boîte tech, enfin un peu tech qui crée des logiciels pour tous les ports du monde, Ok. notamment Jakarta qui est un énorme port. Inde. Voilà, et pour gérer l'arrivée des conteneurs dans les ports, on va dire. Ok. Et là, c'était aussi une expérience sympa parce que on était dans la cave
Et ben voilà. On était dans la cave, on était 40, je dirais, à la tech, mais c'était le grenier. C'était la cave du grenier, tu vois. La cave du grenier. Donc tu montes l'escalier, mais ça ressemble à une cave. Quoi. Ok, ça a la même odeur aussi. C'est ça, exactement. Et du coup, là-dedans, j'ai eu la chance d'avoir alors je vais pas dire un mentor puisque c'est pas le cas, mais je suis même pas resté assez longtemps pour le dire, mais j'ai eu un boss qui était un manager tech, qui était très comment dire, très à la pointe sur les nouvelles techno. Ok. Donc spécifiquement sur du .NET, puisqu'en l'occurrence c'était en .NET, et en JS sur un framework que peut-être certains connaîtront, qui s'appelle Knockout.js. Knockout, ouais, je connais. C'est un peu ancien. Très ancien, ouais. MVVM aussi, mais bon, bref, je vais pas rentrer dans du détail technique. Donc voilà, donc on était sur ces technos-là et on avait un truc marrant, pareil, un écran géant en plein milieu de l'open space, donc c'était de l'agilité. Ok. Et un écran géant avec un leaderboard sur l'écran où à chaque fois qu'on prenait une tâche et qu'on la finissait, on gagnait des points. Mais c'était donc on pourrait se dire mais c'est compétitif, c'est machin. Non, c'était pris en format jeu où le boss était tout le temps premier parce que comme par hasard, il prenait toutes les tâches qui valaient le plus de points et qui étaient les plus dures. D'accord. Donc ça nous motivait, mais c'était pas un truc où tu te dis oh là là, je suis moins bon que lui, je suis meilleur. Non, c'était vraiment dans la compétition, mais de bienveillance, on va dire. Mais sain. Okay. Et donc t'avais des notifs qui popaient, machin a fini telle tâche, machin. Mais c'est marrant ça. Et devant tout le monde, donc t'as un écran géant. Ça me fait penser à McDonald's et le meilleur employé du mois, tu vois. C'est un peu ça, j'avoue. Sauf que c'était tout le temps le boss, le meilleur employé du mois. Mais c'est bizarre. Ok. Et personne essayait de le détrôner, essayait de rendre des tâches. On pouvait pas parce qu'en fait c'était caduque. L'idée c'était pas vraiment de savoir qui gagnait. L'idée c'était ça bougeait vraiment au jour le jour. L'idée c'était juste de se marrer et de se donner un peu d'enjeu en fait. C'était plus ça. Ok, très bien. J'ai décidé de pas continuer. Enfin, j'ai fait le stage jusqu'au bout, c'est très bien passé. Okay. On m'a fait une proposition pour rester et j'ai décidé de partir déjà parce que je voulais quitter Le Havre et puis que la proposition en tant que telle dans la boîte était pas ouf, notamment en termes de rémunération, c'était pas dingue. Et je pensais je pensais valoir plus que ça à l'époque où je suis sorti. Voilà. Ok. Donc là, tu termines tes études. C'est ça. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet, le démarrage. Le démarrage. Ouais. Donc comment tout a commencé? T'as choisi quoi comme voie? Toi, t'aimes l'informatique, t'aimes aussi beaucoup l'algorithmie, donc je pense que tu t'es orienté vers un poste de développeur. Ouais, c'est ça. Quel techno t'as choisi et comment t'as fait pour Alors j'ai choisi le .NET et ça va paraître bête comme phrase, mais je me souviens quand j'étais encore à l'université, j'avais un prof de .NET, c'était le seul qui était en costard et il disait si vous faites du .NET, vous aurez une cravate, sinon vous ferez du Java. Et du coup ça m'avait marqué, je me suis dit non mais moi ouais non mais je sais ouais, mais ça m'avait marqué, je me suis dit non mais moi j'aime bien quand même la techno, le .NET c'est pas mal mais une cravate c'est quand même chiant. Grave. Et au final, j'ai pas porté de cravate, mais j'ai continué sur le .NET. Et je suis parti, j'ai dit c'était l'époque où trouver un job en tant que dev, c'était plus facile que maintenant. Le marché n'est plus le même. Pas faux. Les REM n'étaient pas les mêmes non plus, hein. C'était en dessous de ce qu'il y a actuellement. Oui. Mais voilà, donc j'ai dit à ma compagne, où est-ce que tu veux aller en France? J'ai montré la carte, j'ai dit où est-ce que tu veux aller en France et je vais chercher du boulot là-bas. Donc on est parti à Rennes. Okay. Et j'ai bossé chez Capgemini. J'ai rejoint donc une ESN, okay. Capgemini, sur lequel je dirais pas de mal. J'ai peut-être une petite anecdote pour plus tard, mais en tout cas je dirais pas de mal en tant que tel parce que les ESN, je trouve que sont souvent montrés du doigt, surtout les grosses. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup appris sur le milieu corpo, sur comment on se comporte dans une grosse structure. C'est quoi les patterns, comment tu gères tes augmentations. Exact. Voilà, ça apprend plein de trucs. Pour moi, ça te met un bon pied à l'étrier et en plus, ça te fait voir des projets un peu variés. Donc, c'est vrai. Ouais. Donc j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, c'est aussi, et je pense que ça sera un point qu'on aura l'occasion certainement de parler pendant le podcast, mais c'est aussi ce que tu veux en faire. Parce que tu peux rester enfermé dans une mission si tu as envie, tu peux très bien. Donc c'est aussi ce que toi, tu veux bien en faire. Et des fois, c'est dur
de changer de mission. Quand t'es vendu assez cher en TJ dans une mission et que tu lèves la main en disant mais moi j'aimerais bien faire autre chose et qu'on te dit ouais mais ça pour le moment il y a rien d'autre hein. Oui. Voilà, donc c'est à double truc. Par contre, si tu tapes 3 fois à la porte en disant si, au bout d'un moment on te laisse Exactement. faire autre chose, ouais. Exactement. Donc il faut vraiment prendre contact avec la personne qui vous suit pour un peu façonner un peu sa trajectoire, sa carrière. C'est ça. Et ça c'est un élément important. Si le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est de dire CTO qui tourne autour du CTO, la carrière et la gestion de la carrière, elle est personnelle. Et en fait, c'est son chemin, on est tout seul dessus et c'est pas il y a des gens qui nous tendront la main, mais la vérité c'est que c'est à nous de la saisir, quoi. C'est vraiment un enjeu. Carrément. Et du coup, quand tu étais chez Capgemini, quelles ont été les choses que tu as aimé faire là-bas et voilà. Alors j'ai fait 2 missions. La première c'était pour TF1. C'était un outil de planification. En gros, c'est c'est pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent faire les tournages. Donc c'est un soft, un client lourd en .NET. Et il y avait un deuxième outil qui était un outil de gestion de congés. Donc leur outil de gestion de congés pour TF1. Et j'ai bossé donc en tant que dev et je suis passé responsable de la partie le planning, la gestion des congés, c'était sur du web. Donc c'est la première fois que j'ai fait vraiment de l'ASP.NET à l'époque avec du web. La partie planning, c'était du client lourd. Du C# mais du client lourd. Et donc je passais responsable sur la partie web. Et en suivant de ça, j'ai basculé ensuite sur une mission pour Orange. Donc ça, c'était 2 missions longues, c'est ça? 2 missions longues. Je pense que tout est relatif. Je pense que c'est un an chacun à peu près. Ah, ça va. Ouais, un an. J'ai très peu, dans toute ma carrière, j'ai très peu de missions très longues. Je pense que la plus longue, c'est 4 ans. D'accord. Celle que je viens de quitter. Et donc la deuxième c'était pour Orange et c'était du Java. Là pour le coup et du SIP, c'est un protocole pour gérer de la téléphonie, on va dire du message téléphonique. Et globalement là-dessus, c'était de faire un outil on va dire de visio qui est passé c'était un peu pas à la mode mais c'est le moment où ça commençait à se démocratiser. Et c'est là que j'ai appris pour la première fois qu'est-ce que c'était une API, voilà, le principe d'APIisation c'était et de souscription PubSub, voilà ce genre de choses, c'était les premiers. Et est-ce que là t'étais en .NET, après t'as fait du Java? Ouais. À quel moment comment t'as fait pour faire le switch entre les deux langages? Alors j'avais fait du Java à l'école aussi. Et le switch je l'ai fait parce que j'ai eu une autre mission et qu'il fallait le faire et puis il faut voilà, et je me suis jamais dit dans ma tête non, j'ai jamais levé la main en disant non, moi je veux pas faire une autre techno. D'ailleurs ça aussi on y reviendra, je pense que c'est une erreur et quand on est junior, je pense qu'on se pose souvent la question, est-ce que je dois m'expertiser dans quelque chose? Est-ce que je dois changer? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il faut pas hésiter à dire ça, j'aime bien. Par contre, les technos, c'est des outils. Et il y en a qui sont plus adaptés à certains trucs que d'autres. Et il faut pas s'acharner à utiliser un tournevis pour planter un clou, quoi. Donc, mais c'est vrai. Oui. Et donc, les outils, les technos, ce sont des outils. Du coup, faut pas que ça soit un frein à ta carrière web. Exactement. Exactement. Carrément. Par contre, c'est bien d'avoir une expertise. C'est même très bien d'avoir une expertise, mais faut pas tomber dans l'ayatollah de ça c'est la meilleure techno, parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas la meilleure techno. Exact. Pour tout. Ça l'est peut-être pour quelque chose, mais ça l'est pas pour tout. Exactement. Après, ça n'empêche pas d'avoir des goûts, par contre. Par exemple, moi, j'apprécie pas particulièrement le PHP. Voilà, j'en ai fait plein. Mais j'apprécie pas particulièrement de le taper. Donc voilà, c'est un goût. Mais est-ce que ça veut dire que PHP c'est mauvais? Au contraire, non. C'est pour ça que c'est un des langages les plus utilisés au monde. En plus, ouais. Donc non, ça reste robuste. Mais du coup, t'as appris tout seul sur quand ils t'ont envoyé dans l'émission où t'avais du Java, je sais plus si c'était TF1, t'as dû apprendre par toi-même le langage Java. Encore une fois, j'en avais fait à l'école et puis Java et .NET, c'est similaire. C'est super proche. D'ailleurs, on m'aurait fait faire du PHP
le switch avec ce niveau d'expérience aurait été, je pense, plus dur en PHP, en non typé que vers du Java, parce qu'en fait, la passerelle, elle est pas Non, elle est pas énorme. Elle est pas énorme, quoi. Okay. Donc non, ça a pas été du tout un frein. Et au contraire, doucement, ça m'a appris. Bon, bah, globalement, changer de techno, c'est pas vraiment un problème, quoi. C'est pas quelque chose de Ouais, ça a difficile. débloqué des choses chez toi, quoi. C'est ça. Trop bien. Ok, bah là on arrive à la comment dire, à la fin de cette partie ESN. Si t'as si on parle d'avantages, inconvénients, quelles sont-elles? Bon, je pense qu'on en a déjà cité quelques-uns. Globalement, la partie changement de mission, ça peut être bien, mais c'est à nous de c'est à nous de la chercher. Okay. Et la partie corpo, je connais beaucoup de développeurs, notamment dans les startups, qui sont très anti-grands groupes. Et je pense, et on en reparlera pour Cdiscount, et on s'est rencontrés là-bas, mais c'est une erreur. En fait, il faut essayer. Il faut essayer parce que ça apprend plein de trucs et on rencontre des gens qui sont très très bons dans les grands groupes aussi. Donc voilà, j'ai rencontré des gens qui étaient typiquement très bons et ça c'est un avantage. Trop bien. Ok. Bah alors on embraye direct. Donc là tu quittes Capgemini. Alors je quitte Capgemini, c'est ça la petite anecdote. Je voulais changer de mission d'Orange et on m'a dit alors il y a une mission. Capgemini Rennes me dit mais il y a une mission pour Cdiscount à Bordeaux. Par contre alors j'ai fait une petite mission pour Paris aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai fait Orange et après j'ai fait Paris où j'ai dû faire des allers-retours toutes les semaines, c'était un peu dur. Ouais, galère. Sur du CRM, .NET aussi. Bref, je passe rapidement sur celle-là parce que c'était pas très longtemps, c'est 3 mois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai dit non, moi je veux arrêter ce train toutes les semaines. Trouvez-moi une autre mission. Et Capgemini Rennes m'ont dit oui, ok, il y a Cdiscount, mais le TJ il est trop bas, donc nous on voudra pas que t'y ailles, quoi. J'ai dit ah d'accord. C'est bizarre de proposer comme ça quand même. Ouais. Donc j'ai démissionné de Capgemini Rennes et j'ai appelé Capgemini Bordeaux. D'accord. Qui m'ont rembauché. Et c'était pas une mutation, c'était une démission suivie d'un recrutement, puisque les Capgemini Bordeaux. Attends, mais Capgemini Bordeaux et Rennes, ils se parlent ou? Alors ils se parlent, mais ils sont pas sur les mêmes TJ dans les grands groupes comme ça. Si tu veux, Bordeaux était sur un TJ plus bas que en province que moi qui étais envoyé à Paris. Okay. Donc Rennes pouvait pas dire je coupe la mission d'un collaborateur pour le faire diminuer par 3, quoi, parce que je pense que c'était à peu près ça le taux. Et donc Capgemini Bordeaux m'a réembauché le lendemain. Et du coup toi le Bordeaux c'était un souhait ou tu? Alors Cdiscount c'était un souhait. Je voulais travailler chez Cdiscount. Ok, trop bien. Pour le nom, pour l'esprit startup, pour les rencontres, parce que j'étais convaincu que j'allais rencontrer des gens qui seraient très bons dans le métier qui est ma passion. Et j'en étais convaincu et donc j'ai tout fait pour y aller. Et donc j'ai passé un entretien et ça s'est bien passé. Et donc j'ai rejoint Cdiscount. À l'époque, c'était dans l'équipe front commerce. Donc globalement, c'est tout le site front PC tablette de Cdiscount qu'on peut voir. Mais quand on dit front, il y a aussi du serveur. Donc c'était du .NET. Oui. Donc ça reste c'est pas que du front HTML, CSS, de l'intégration. C'est vraiment c'est les deux. Y compris du métier, puisque tu appelles beaucoup de services. Il y a beaucoup de règles métiers, règles business sur le panier, la gestion du panier. Exactement. Tu connais. Je connais très très bien. Voilà. Donc voilà. Donc chez Cdiscount, j'ai rejoint et au bout de 6 mois, je suis passé leader technique sur toute la partie, toute cette équipe-là, toute cette partie front. Et j'y suis resté, je pense au total à peu près 1 an. J'ai adoré. Je trouve que c'est la meilleure école de formation. Ils apprécieront peut-être pas l'analogie, mais je trouve que c'est la meilleure école de formation qui existe pour un dev. À la fois dans les rencontres, c'est très cosmopolite. Oui. On voit des gens de partout. Parce qu'ils ont aussi un petit bureau de stratégie à Paris. Alors je sais pas si c'est toujours le cas. D'accord. Il y a aussi Pixies qui est une filiale et qui bon là c'est maintenant mais
ils ont toujours essayé d'être en avance et Ouais. fait des choses quand même extrêmement bien. Ouais, c'est voilà. Et enfin, je pense qu'on a rencontré des gens qui sont maintenant à la pointe Oui. de leur techno. Donc voilà, c'était vraiment une réelle bonne expérience. Bonne école, ouais. Et à cette époque-là, j'ai le directeur marketing de Cdiscount qui souhaitait quitter Cdiscount pour monter une entreprise, une société, et il est venu me contacter et me proposer de la monter avec lui. Donc c'est une marketplace de photos d'art qui s'appelle Art Photo Limited, qui vit toujours très bien, qui se porte très bien. Mais en fait, comment ça se fait qu'il te choisit toi? Alors, il a vu 10 personnes avant. Ah d'accord. Par Et toi, contre, t'es la 10e. Et moi, je crois que j'étais la 10e, oui. Mais non. Oui, je crois, oui. Ok. Et comment parce qu'il a entendu parler du leader technique du front qui est bon et qui a une âme un peu moteur, et donc peut-être tu peux lui parler du projet, il sera peut-être intéressé. Et donc il est venu juste me proposer. Donc ce qu'on a fait, je pense qu'il y a pas trop de tabou là-dessus, et ça donnera aussi des idées aux gens qui nous écoutent. Globalement, on a fait un déjeuner ensemble. Donc, on se connaissait pas, hein. C'était l'équivalent de mon N+3. On se connaissait pas. On a fait un déjeuner ensemble, et là, il m'a dit, ce que je te propose, c'est qu'on fasse 50 questions. Je les ai notées. Et ces 50 questions, on va y répondre tous les deux. Et comme ça, on va voir si on est compatible, si on peut travailler ensemble, tous les jours, à avoir des défis où il y en a un qui fait la gueule le matin et l'autre non. Voilà. Et toi, tu lui as dit, mais c'est à quel moment que je mange? Alors, on avait fini de manger quand on a commencé. Okay. On a fini de manger. Au début, on a fait les présentations, puis on a on a parlé de tout et de rien, parce que c'est quand on monte une boîte, en vérité, c'est presque ce qui compte le plus. Ah oui. Ce qu'il recherchait, lui, c'était un associé. Un associé, d'accord. Un associé à full-time CTO pour monter la structure. D'accord. Donc, ça veut dire que avant qu'il commence ses questions, toi, est-ce que tu étais intéressé? Est-ce que tu... Bien sûr, sinon je serais pas venu au déjeuner. Ouais, j'étais intéressé parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai un parent qui est entrepreneur. Et donc c'est quelque chose qui me parle. Entrepreneur c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il monte tout type de société, de massage, de choses comme ça, et de sites web, depuis très longtemps d'ailleurs. Ok. Et quel genre de site web Par exemple, des sites porno, par exemple, ça peut être ce type de site web. D'accord. Mais d'autres types de sites aussi. Voilà. Donc, des sites de vente de jus de fruits sur la plage, par exemple. Enfin, de plateformes d'achat de jus de fruits sur la plage. Donc voilà. Donc c'est quelque chose, je dirais pas dans lequel j'ai baigné, mais en tout cas qui me parle, et qui depuis que... Prise de risque ou des choses, de monter des choses de zéro. Oui, et puis encore une fois, le marché était pas tout à fait le même, mais j'ai pas eu peur, parce que je me suis dit, tu sais quoi, il y a rien de perdu. Au pire, dans un an, je me retrouve un job. Ok. Ça va être facile. Donc je vais jamais perdre quelque chose sur mon CV. Donc c'est pas grave pour ma carrière. Il y a plus de chances que ça se passe bien, plutôt que ça se passe mal. Mais même si la boîte se passait bien, ça veut pas dire la boîte fonctionne. Ça c'est comment dire, c'est la cerise sur le gâteau. Donc toi tu l'as pris comme une expérience, une corde de plus à ton arc. Exactement. Ok. Trop bien. Et donc on a fait ces 50 questions, ça s'est très bien passé. On a donc monté la structure, et puis là c'est une autre vie, hein. Clairement, monter une boîte, c'est autre chose. Donc j'étais CTO, c'était ma première expérience de CTO, si c'est le sujet, mais c'est une CTO d'une startup qui se fonde. Donc en fait, CTO à ce moment-là, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire développer une plateforme. Donc j'avais fait, comme je disais, du .NET, du Java. Là, mon associé, il me dit, mais t'as pas une techno qui va plus vite que du .NET et du Java? Et moi, j'étais là, je sais pas, je connais bien le .NET quand même. Il me dit, non, mais regarde, quand même, il y a peut-être... Donc, tu te fais challenger sur ton propre périmètre par un associé qui, normalement, connaît pas la tech. Et c'est là, je pense que ça joue aussi l'enjeu de savoir si t'es un bon entrepreneur. Je vais pas dire CTO, là, je vais dire entrepreneur. C'est que du coup, j'ai regardé s'il y avait d'autres trucs. Et j'ai trouvé un truc qui s'appelle Ruby on Rails, qui est un framework qui
qui est apprécié par certains et pas par d'autres, et qui est pour moi, c'est pas ce que je fais en ce moment, mais il y a Twitter qui a été fait. Non, mais il y a tout, il y a Shopify, il y a GitHub, il y a Shopify, il y a GitHub. Énormément de de boîtes Airbnb, enfin voilà. Exact. Ouais. Donc il y en a pas mal. Et donc je suis parti là-dessus. Donc je connaissais pas. Il y avait pas l'IA encore pour m'expliquer pour le faire à ma place. Mais je suis parti là-dessus et j'ai adoré. Et donc j'ai monté cette marketplace techniquement tout seul de zéro à avoir tout ce que vous pouvez penser d'une marketplace, à savoir du paiement, de la gestion de produits, de catalogue, de l'affichage. D'ailleurs, comme c'est des photos, il y a des problématiques front un peu poussées sur de l'optimisation d'images, exactement, de l'affichage, CDN, tous ces trucs-là, minification, cache, voilà, plein de problématiques. Et puis surtout, là j'ai parlé de technique, mais ça c'est 20-30%. Pourtant en termes de temps ça prend du temps, mais c'est 20-30%. Parce que globalement la journée type c'est à 10h tu vas distribuer des flyers. Ensuite à 11h30 tu commences à coder. Ensuite tu manges en 10 minutes devant ton PC avec ton associé. Et ensuite tu reprends du code. Et puis là on avait réussi, la boîte ça a commencé à bien prendre, donc on a ouvert une boutique au BHV Marais à Paris. On a eu l'opportunité. Sur ça aussi, j'ai plein d'anecdotes. Mais donc, on a ouvert une boutique. Donc, ensuite, il fallait aller à Paris pour aller vendre en tant que vendeur de photos. Donc, vendre des photos derrière la caisse et scanner les codes barres. Et vendre des photos. Okay. Et ensuite, tu rentres et tu codes. Ah oui. Voilà. Et tu fais ça pendant 2 ans. Oh la vache. C'est pas tout à fait vrai parce que t'es pas obligé d'aller tous les jours à Paris. T'es pas obligé d'aller distribuer des flyers tous les jours. Mais, voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout, tu te poses des questions sur le marketing, sur le sales. Parce qu'autant ton associé vient te challenger sur de la tech. Et toi, tu fais pareil. Autant toi, tu dois faire pareil. Bah oui. C'est comme ça que vous arrivez ça fait une émulsion et vous arrivez à vous challenger et comment ça s'appelle? À vous challenger vers le haut, en fait. C'est ça. À faire monter, quoi. C'est ça. Mal, et mon associé a eu une idée brillante où on est allé trouver des photos de Sud-Ouest, groupe de presse, qui a des centaines de milliers de photos dans leurs archives qui sont pas utilisées, et on les a mis en vente, et là ça a cartonné. Du coup, il y a plein de groupes de presse qui sont venus nous voir, notamment l'équipe. Voilà, le sport, il y avait des trucs sur le sport. Oui, je notamment l'équipe qui sont venus, et donc là, même actuellement, si vous achetez une photo sur le site de l'équipe, en fait, c'est une marque blanche iframe avec Art Photo Limited derrière. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des photos chez Betclic, j'ai retrouvé des photos ailleurs de Art Photo Limited un peu partout, donc ça c'est toujours une fierté. Et voilà, et ça pendant 2 ans, c'est un peu éreintant. Enfin, ça prend du temps. Et le moment où ça, voilà, vraiment cartonné, où on pouvait sortir un salaire, moi, je m'étais épuisé, en fait. Oui. Je m'étais épuisé parce que il y a pas de vacances, il y a rien qui existe. C'est mais t'étais pas tout seul. T'as monté une équipe, t'as recruté du monde. Oui, mais au début, c'est du funding, donc tu vas prendre des alternants. Voilà, c'est assez classique. Ça, c'est vraiment le revers de la médaille sur des startups ou qui viennent qui commencent à se créer. Là, c'est vrai que c'est sûr. Après, vraiment, le moment où je suis parti, certains diront t'es pas parti au bon moment, c'est discutable. Il y a eu une première levée de fonds. Je suis parti à ce moment-là. T'es parti avant la levée de fonds. Je suis parti une semaine, un jour avant la levée de fonds. Ouais. Mais non, d'accord. Parce que sinon ça crée, financièrement ça peut créer des problèmes. Et du coup j'ai préféré partir en bon terme et pas casser ce qui avait été créé. Et j'ai trouvé mon remplaçant. C'est moi qui suis allé le trouver dans notre. On était dans un incubateur. C'était un développeur. Voilà, il est top. Il a repris la suite. Ça s'est vraiment bien passé. Donc ça c'est génial. Vraiment la boîte c'est top. Et là maintenant il y a des recrutements, c'est une équipe, c'est une belle équipe en plus qui cartonne bien, donc c'est excellente expérience. Et en sortie de ça, je pense que c'est ça le plus un des points les plus importants, je suis passé en freelance. D'accord. Et pourquoi du coup t'es passé en freelance après ça? T'as pas voulu redevenir CTO parce que quand même t'as créé des choses, tu challengeais quand même un CEO et les échanges ils devaient être quand même assez productifs ou assez intéressants. Oui, mais je voulais retourner à ce que je faisais. Je faisais moins. Enfin, en tout cas, j'avais autre chose que ça. Je voulais retourner à mon cœur de métier qui était le dev. T'aimais pas distribuer des flyers? Si. Vendre des photos, non? Si. Mais ce qui m'avait manqué, c'était ça.
Ok. Ce qui m'avait manqué De développement. un peu. Ok. Voilà. C'était voilà, de rentrer dans un cadre, on va dire, un peu plus classique. Même si ce que tu dis est vrai. Et on le reverra après dans le parcours, c'est revenu. Mais c'est vrai que là, c'était ça. C'était de dire, bah, ok, je veux me reconcentrer dans du développement. Sauf que là, j'ai pris conscience d'un truc. Alors, ça peut paraître un peu, un peu prétentieux, mais j'aime bien le dire parce que c'est la vérité, donc je préfère être honnête. À ce moment-là, généralement, quand on est dev, on a tendance à se comparer dans toutes nos expériences aux gens qui sont autour de nous. Je suis meilleur que lui, je suis moins bon que lui. Ah, mais lui c'est un cador, ah, lui c'est un tueur. Ah. Et ensuite on change de boîte et on refait le même schéma. Le même Dans schéma. notre tête, on compare ensuite les gens entre eux. Ah, mais lui en des boîtes différentes qu'on a vues. Sauf qu'on a beaucoup de mal à s'auto-évaluer tout seul, sans les autres comme échelle. Et là, globalement, c'était la première fois où je suis sorti, je me suis dit, non mais attends, j'ai fait une marketplace qui fait 300 000 euros de volume d'affaires, tout seul, c'est moi qui ai tout fait, mais en fait, sur 20, je vaux 17. Et donc, j'ai plus besoin, en tout cas, j'ai plus envie, plus besoin de me comparer aux autres. Je me mets en freelance. Et ce que je vaux, c'est 17. Et ce que je peux apporter, mes compétences en tout cas, c'est de pouvoir recréer une marketplace. Si je veux le faire, je sais comment on fait. Je connais les parties marketing, Google Tag Manager, enfin toutes les gestions de tags, voilà, le SEO, des problématiques comme ça. C'est bon, ça me parle. Donc je vaux 17 et je me trompe peut-être, mais c'est pas grave, c'est sur ça qu'on va partir. Je pense une expérience comme ça montre aussi aux personnes qui vont te recruter que tu es un peu flexible, tu vois. Tu peux aussi bien développer une feature, mettre les mains dans ce que tu disais Google Tag Manager ou apprendre un nouveau langage, recruter du monde, faire des flyers. Tu fais tout. Tu fais tout, ouais. Et tu fais avancer en fait, tu fais avancer les choses. C'est ça, le but, c'est juste ça. À la fin, ce qu'il faut penser, c'est la boîte. C'est pas son rôle en tant que tech. Quand on prend une feature et qu'on la fait, l'idée, c'est est-ce que ma feature, orientée business, est-ce que ma feature, elle rapporte quelque chose ou elle rapporte rien? Est-ce qu'elle coûte de l'argent? Est-ce que sur la plateforme, elle coûte $200 et que moi, je rapporte que $5? C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou pas, tu vois? C'est ça. Et que t'es tout de A à Z. Extrêmement enrichissant. Et ça, c'est un des problèmes. C'est un des sujets qu'on voit en ce moment, c'est que tu vas avoir des développeurs qui vont dire, mais moi, je prends mes tickets, je fais mes tickets. Mais ouais, mais ça, c'est pas développeur, en fait. Développeur, c'est de se poser la question, de lever la main et de dire, et je dis développeur, mais en fait, je veux dire ingénieur parce que et peu importe si tu as fait une école d'ingé ou pas, mais ce que je veux dire, voilà, quand tu es ingénieur en informatique, ton sujet, c'est de te dire, est-ce que je résous un problème? Exactement. Est-ce que le bouton, il doit être rouge ou orange? C'est marqué dans mon ticket orange. Mais en fait, je vais lever la main et dire, je pense que vert, c'est mieux. Et si on te dit non et qu'on te l'explique mais il y a pas de souci. Au moins, t'as compris. Et la prochaine fois, tu t'en serviras. Exactement. Mais et tu pourras challenger ça à d'autres échelles, avec d'autres personnes. Et au moins, tu auras compris ce que tu fais. Et là, je pense que l'important, c'est comprendre ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. En phase. Et aussi, donc, pour le truc du 17, il y a quelque chose qui change aussi. C'est la posture que toi, t'as envers toi-même, en fait. C'est la confiance en toi. Tu te sens à l'aise. Et voilà. Et quand tu vas rencontrer des gens, même en tant que freelance, et que tu vas leur serrer la main, toi, t'es propre sur toi, quoi. Tu te dis, tu sais pourquoi t'es là et tu sais ce que tu vaux et il y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est ce que j'allais dire. Non, en fait. Et la vérité, c'est que moi, ça a été un déclic. Mais j'aurais pu l'avoir avant, ce déclic. Oui, grave. Le truc, j'aurais pu l'avoir avant, mais cette expérience me l'a. Et je pense qu'il y a ça a accéléré. Je pense que ça a accéléré les choses. Il y a plein de développeurs qui ont ce syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, ils devraient pas. Et il n'y a pas besoin de passer par une expérience comme ça. J'en ai croisé énormément. Tu vois, même dans toutes les boîtes que j'ai réalisées, je voyais des gens qui étaient brillants. Et tu les vois, en fait, ils sont là, non, mais attends, je sais pas, je suis pas sûr de moi. Et tu dis, mais tu te prends ta main, tu mets ça dans ta tête, tu fais, mais pourquoi? T'as vu tout ce que t'as fait, quand même, c'est extraordinaire. Et en fait, les gens, non, ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas, ils se lancent pas, ils font pas les choses. Et j'espère et je leur souhaite à tous qu'ils aient ce déclic. Mais voilà, mais loin de moi l'idée de dire faut que tu montes une boîte et que pour avoir ce déclic. Non. Par contre, il faut savoir se noter de 0 sur 20. Voilà, tout l'enjeu, c'est ça. Alors, toi, tu dis notation. Moi, je trouve que pour accélérer les choses, il faudrait peut-être sortir de sa zone de confort, tu vois. Ok. Quand tu commences à faire des choses, tu vois, tu veux essayer de développer, tu fais une feature, il y a quelqu'un qui arrive et qui te parle et qui essaie de challenger un peu et te dit, attends, mais si tu fais avec un nouveau langage, ça peut être mieux. Pourquoi pas accepter, regarder, tu vois. Et pas dire non et rester sur ses acquis, tu vois. Mais le changement de techno, en effet, c'est un bon truc, c'est que, alors, je vais le donner comme ça.
postuler. Je veux par exemple, je veux changer de boîte et je veux postuler à un autre job. Et tiens, je vais chercher une techno que j'ai jamais fait. Ah là, t'as peu de chance d'être pris. Hein, si sur ton CV il y a pas marqué la techno qui est attendue. Ouais. Là, t'as raison, t'as peu de chance d'être pris. Par contre, si une fois dans ta carrière t'es en train de bosser et tiens, ils sortent du React sur ton appli dans la boîte dans laquelle tu bosses. Si t'es pas le mec qui lève la main pour dire, ou je dis le mec ou la nana, mais qui lève la main pour dire, tiens, moi je veux bien en faire aussi. Ah ben c'est sûr que tu te crées pas d'opportunité. Ah c'est sûr. Donc l'enjeu c'est aussi ça. C'est d'aller, c'est d'essayer d'aller chercher un peu plus loin que juste je fais mon ticket et j'ai fini quoi. Donc là, toi t'es arrivé, du coup t'as voulu te remettre dans la partie freelance ou en freelance. Mm-hmm. Et quelle était ta première mission? Je suis retourné chez Cdiscount. Je suis retourné chez Cdiscount, une semaine après que j'ai fait l'annonce que je basculais freelance. Ils m'ont recontacté en me disant, on a un projet, on aimerait. Comme si de rien n'était en fait. Ouais, c'est ça, comme si de rien n'était. Après, je buvais des coups avec eux quand même les jeudis, donc on s'était pas trop perdu de vue. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet. Le réseau, le réseau et l'entretenir, et sans pour autant être dans dans la manipulation. C'est pas ça le sujet, c'est que quand on aime bien des gens qui sont bons et qu'on les aime bien, pourquoi pas aller boire des bières, aller faire des déj, et puis c'est ça qui crée aussi. Je pense qu'un des trucs, les rencontres, c'est ce qui au-delà de ce que t'apprends dans ta boîte, je pense que les rencontres, c'est ce qui t'apporte le plus. Carrément en phase. Donc voilà, donc je suis retourné chez Cdiscount. Je sais plus combien de temps, moins d'un an, 8 mois, je crois. Et pour faire le projet, voilà. Une fois que le projet, on va dire, était fini, j'ai quitté cette mission-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé en 4/5e. En gros, dès le début en freelance, je faisais du 4/5e. Je faisais 4 jours pour un gros compte et 1 jour pour autre chose. Donc ça, généralement, c'était des startups. Donc du coaching où je recrutais par exemple des développeurs qui bossaient et je suivais leur travail 1 jour par semaine, on va dire. J'ai fait ça, j'ai créé des boîtes aussi sur ce jour off. Voilà, j'ai des projets, des side projects. Donc ça c'est bien parce que ça permet de faire de la veille, parce que typiquement tu fais d'autres technos ou bien sur ton jour off, ou bien tu vois des technos, celles que tu fais chez ton grand compte, mais en plus poussé. T'as le temps d'aller voir, tiens, cette lib, j'aimerais bien la tester sur ce projet-là. Voilà, ça te permet d'être vachement flexible et de continuer à faire aussi entre guillemets de la veille. Donc j'ai basculé Cdiscount, puis ensuite Floa. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une banque. C'est une banque, mais c'est plutôt du crédit. D'accord. L'idée c'est plutôt du crédit à la consommation pour quand tu veux financer du revolving. Okay. C'est plutôt du crédit. Et là j'y suis resté 1 an. J'ai monté toute une équipe. J'étais architecte IT, mais au final j'ai fini aussi lead d'une équipe, et donc j'ai monté une équipe sur un produit qui s'appelle Coup de pouce, qui est toujours utilisé. Globalement, c'est si tout de suite tu veux 500 €, 1000 €, tu mets ton RIB, ta carte d'identité, et hop, tu reçois 1000 €, et ensuite tu dois rembourser, t'as des intérêts. Donc c'était ça le produit sur lequel j'ai bossé. J'ai fait une Open API. Enfin, l'idée de l'équipe, c'était ça, c'était de le transformer en Open API. Et maintenant, c'est typiquement ce que Lydia ou Banking utilisent pour leur crédit les rapides. C'est cette solution. Donc voilà, notamment. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et quelques, 1 an et 2 mois, je crois. Puis ensuite, j'ai basculé chez BetClick. Où j'ai rejoint aussi, toujours en freelance, à l'archi. Et là-bas, chez eux, c'était sur de l'observabilité, du monitoring et surtout de la perf. Donc typiquement la mise en place des premiers tests de charge chez BetClick sur des sujets. Il y avait l'enjeu. Je me souviens plus exactement. C'était la Coupe d'Europe, je crois, qu'il y avait un énorme enjeu, et c'est hyper intéressant parce que par rapport à Cdiscount il y a énormément de trafic. Donc chez Cdiscount, on a des cas qui n'existent informatiquement que chez Cdiscount parce qu'il y a qu'eux qui ont ce volume-là. Oui. Chez BetClick, c'est pareil, mais sur autre chose. Comment je pourrais l'expliquer? Chez BetClick, sur 1 minute, il va y avoir une tonne d'authentification de gens qui vont se loguer et qui vont faire des actions, et ensuite ils quittent. Et c'est pas du tout la même chose que gérer 1 million de trafic par jour qui vient en constant.
Donc, il n'y a pas les mêmes enjeux et les tests de charge sont en soi différents. Ouais, trop bien. Et là, j'ai fait du Python, du Scala, par exemple. Donc, si on parlait de techno, chez Floa, j'ai fait du PHP, Symfony, du .NET aussi un peu. Chez Betclic, j'ai fait du .NET un peu aussi, beaucoup de Python, du Scala, donc Java Scala pour les tests de charge. La techno, c'est plus devenu un problème. C'est pas un frein, quoi. C'est non. juste un outil. Et puis toi, ce que tu veux, c'est arriver à résoudre un problème. Et avec le bon outil. Voilà, avec le bon outil. Avec le bon outil. Faire des tests de charge en .NET, c'est possible, mais Gatling, il marche avec Java Scala et c'est un bon outil, donc on va utiliser celui-là. Voilà. Exactement. C'est plus comme ça. Puis ça fait partie, quand on est architecte, je suppose que c'est ça le job d'un architecte, c'est de proposer les bons outils pour les bons problèmes. Voilà. Et c'est là, en effet, pour revenir à ta question initiale, où je me suis dit c'était bien de revenir dans du dans du dev, mais c'est vrai que ça me manque un peu de distribuer des flyers. Alors pas de distribuer des flyers, ça c'est plus maintenant. Ouais. Mais non, ça me manque un peu la partie business, de pouvoir discuter et d'avoir un impact business sur une société. Certes, un impact business quand tu fais des tests de charge, que tu lèves la main en disant est-ce que je peux proposer qu'on fasse ça? Oui, super, t'as un impact. Okay. Mais c'est pas la même chose que de dire et les gars, pour les soldes, ça vous dit pas que on fasse tel truc market? Ah oui, d'accord. Bon, et que c'était une bonne idée au final. Oui, donc on sait comment le développer et ensuite c'est de le pouvoir l'inculquer aussi à ses équipes. Oui. Cette partie-là. Donc voilà, retour au CTO. J'ai rejoint Ma Ville, Mon Shopping, qui est une marketplace, de commerce indépendant. Donc typiquement, c'est comme Amazon, mais vous pouvez commander que chez des vendeurs de votre ville ou alors pas de votre ville, mais qui sont locaux. Okay. On peut quand même, si on habite à Bordeaux, on peut commander à Lille et se faire livrer. Okay. Mais c'est dans une entreprise que tu peux trouver dans la petite rue de Lille. Ok. Voilà. J'ai une question. Comment t'as fait pour trouver cette opportunité, oui? J'ai cherché. C'était au moment du Covid. Betclic me proposait de m'embaucher en interne. Du coup, j'ai dit que non, puisque je voulais faire autre chose. Je voulais rebasculer en CTO. Donc, j'ai mis fin à la mission en freelance. Et là, évidemment, pour un poste de CTO, alors ça se fait du free en CTO, mais c'est généralement ce qu'on appelle de l'intérim, on va dire, où on vient sur des projets qui, la plupart du temps, je suis un peu dur, mais ont des problèmes. Oui. Et l'idée, c'est de le remonter jusqu'à trouver un CTO qui va durer dans le long terme. D'accord. Et ça, c'était pas ça que je cherchais. Donc, tu cherchais quelque chose de plus voilà. tard, ouais. Donc, j'ai pas de problème avec le CDI, avec le freelance. Ouais, c'est ça, le statut un peu. Le statut, ouais. En gros, ce que tu recherchais pas non plus une place d'associé, être avec non, c'est vraiment CTO employé, quoi. L'impact. Ouais, impact. L'impact, c'était le plus important. Et puis évidemment les choix stratégiques, techniques, haut niveau, bien sûr, si on parle technique, mais voilà, c'est plus, c'était vraiment la partie impact. Et donc j'ai rencontré comment j'ai trouvé l'opportunité. J'ai cherché comme tout le monde sur LinkedIn, CTO. Puis ça n'a pas mis très longtemps, un mois. Enfin, je pense que j'ai pas cherché. Ah oui, ça va vite. Mais je trouvais cette opportunité là. C'était sur du Ruby on Rails. J'avais de la chance. Et j'ai rencontré le fondateur, Thierry Chardy, qui est maintenant un ami très proche, avec qui on a fait un entretien dans un bar, qui s'est fini plutôt tard. Et là, j'ai compris que c'était le bon endroit. C'était ça. C'était avec une personne de ce type-là que je voulais travailler, avec qui j'étais prêt à échanger. Et c'était une petite structure quand moi j'y suis allé, donc j'y suis resté 4 ans. Okay. Quand je suis arrivé, c'était 17 personnes. 5 tech, mais il y avait quelqu'un qui faisait plutôt du design dans l'équipe. Voilà, donc c'était 5 tech. Quand tu dis 5 tech, c'est quoi? C'était que des développeurs? 4 développeurs et une designeuse qui faisait l'intégration, qui faisait plutôt de l'intégration. Et ils ont jamais eu de CTO avant? Ils avaient un CTO qui était sur 2 projets. Et en même temps celui-ci et un autre. D'accord. Et donc il pouvait plus consacrer son temps sur Ma Ville, Mon Shopping, et c'est pour ça qu'il cherchait. Parce que l'entreprise a pris plus d'ampleur et du coup. En gros, il avait une agence
et Ma Ville Mon Shopping. Et en effet, Ma Ville Mon Shopping avec le Covid, si je puis dire, les commerces de proximité fermés, donc il a fallu se mettre en ligne. Et donc beaucoup se sont digitalisés. D'accord. Et la plateforme a commencé à exploser et le CTO de l'époque pouvait pas maintenir les deux projets en parallèle. Ok. Donc j'ai fait un entretien téléphonique avec le CTO d'abord et puis en suivant de quelques jours après avec le CEO, le fondateur de la structure. Ok, top. Et donc on était entre guillemets, si je peux dire, au comité de direction. Au début, on était trois, quoi. Il y avait le fondateur, la directrice générale adjointe, qui était accessoirement directrice marketing, et moi-même. Trop bien. Il n'y avait pas de produit. Il y avait pas de process, c'est-à-dire que il y avait le support. Donc quand il y a un commerçant qui appelait, qui était pas content, ils allaient voir les devs qui étaient assis à côté. Ils tapaient sur l'épaule et ils disaient tu veux pas corriger ton truc s'il te plaît. et donc ils commençaient à corriger. Et 1 heure après ils revenaient taper sur l'épaule en disant mais c'est corrigé ou pas parce que j'ai un autre truc à filer. Voilà, donc ça marchait comme ça. Ok. Et oui, question avant tout ça, parce qu'il y a toujours des développeurs qui à chaque fois dans l'équipe tech, quand ils voient une personne partir, eux se voient bien monter en tant que CTO. Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans cette équipe-là qui aurait voulu cette place-là, que tu as forcément prise? Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de juniors, notamment des reconversions. D'accord. Donc non, il n'y a pas eu ça ici. Par contre, je comprends ta question et je pense que ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, oui. Ok. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut être smart à ce moment-là, quand tu es le fondateur, et regarder et te dire que oui, en effet, lui, en interne, il ferait bien le job si tant est qu'il a les compétences autres que la tech pour exactement pour y arriver, quoi. Pour tenir la baraque. La baraque, ouais. Voilà. Et donc, Ma Ville Mon Shopping, en effet, une petite anecdote du début. Je pense que c'est assez intéressant. Là, on est complètement dedans sur le poste de CTO. Donc, t'as quoi? Tu démarres? T'as quoi? T'as 1 semaine, 2 semaines? Alors, globalement, t'es sous période d'essai, mais tu le sais pas, quoi. Mais c'est normal, quoi. Oui. Donc, t'arrives. Enfin, tu le sais pas. Si tu le sais contractuellement, tu l'es. Mais toi, t'arrives en disant bon bah c'est bon. Ça va bien se passer. Mais en fait, t'es quand même en période d'essai, quoi. Donc, il faut que tu montres. Mais en même temps, il faut que si t'es venu là avec quelque chose, c'était parce que tu pensais que t'avais quelque chose à apporter. Oui. Donc tu viens avec ce que t'as. Et après ça match ou ça match pas. Ça c'est autre chose. Et donc beaucoup de teasing là. Beaucoup de teasing, ouais. Donc je suis arrivé et, parce que l'anecdote est un peu dure. Parce que je suis arrivé et que au bout de la première semaine, je suis évidemment arrivé avec mes gros sabots. D'abord j'ai regardé, j'ai pris des notes le premier jour et j'ai vu que c'était comme ça que ça se passait. Et donc je me suis dit ce serait bien que ça se passe pas comme ça. Donc je suis arrivé avec mes gros sabots en disant à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que c'est l'interdiction de parler aux devs et que on va mettre un outil de ticketing en place au début. Avant de rentrer dans du process, de l'agilité, tout ce qu'on veut, c'est déjà, on va mettre un Zendesk et quand on a des tickets, on va les créer là-dessus. Okay. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'éduquer tout le monde, la structure, à monter en compétence sur des outils déjà qu'ils maîtrisent pas et surtout sur des process qu'ils maîtrisent pas. J'ai eu la chance d'avoir justement d'être, soutenu par le DG, le fondateur, qui lui te dit vas-y, ta carte blanche. Si tu penses que c'est comme ça, je te fais confiance. Si tu penses que c'est comme ça, vas-y. Ta carte blanche, mais t'as 4 mois. Ta période d'essai. Il me l'a jamais dit, ça, c'est un mec humain. Il le pensait juste très fort. Et donc, non, blague à part. Donc, je suis arrivé, j'ai mis ça en place. Donc, au final, des autres équipes, tu te fais pas forcément très bien voir. Oui, je comprends, carrément. Dès le début. Et je pense que, je sais pas, il y a beaucoup de CTO qui sont appréciés, mais je pense que dans le monde, il y a aussi beaucoup de CTO qui sont vus comme des gens un peu durs. Et il y en a besoin, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut être un tyran. Oui. Un curseur. Un curseur à voir, complètement. Et donc ça, c'est avec les non-tech. Et il y a aussi, en effet, par contre, au-delà de ceux qui veulent qui auraient bien aimé être à ta place, t'arrives quand même en terrain qui est pas conquis, quoi. Complètement, oui. Parce que t'as des gens qui se disent, c'est qui ce mec-là qui arrive avec ses gros sabots? Doit faire ses preuves. Qui doit faire ses preuves, ouais. Et donc moi je suis arrivé où je devais changer l'infra, parce qu'un des problèmes aussi côté tech, c'était typiquement que personne ne savait déployer le site en production.
parce qu'ils avaient notamment pas les accès ou que c'était séparé entre l'ancien CTO. Bref, donc c'était assez compliqué. Donc moi je suis arrivé, j'ai dit you build it, you run it. Je veux que tous les devs soient capables de mettre en prod tout seul et que ce soit pas un sujet. Donc on va changer d'infra. On va se mettre donc on était sur du cloud hybride et on a basculé sur du full cloud et du PaaS surtout. D'accord, plateforme as a service. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas sur du AWS où tu dois quand même avoir des notions de DevOps. Du PaaS, ça te fait si tu veux des serveurs, t'as une jauge et tu dis j'en veux 10. Ça c'est Heroku, ça. Heroku typiquement. Ouais, okay. Par contre, tu payes un prix qui est plus cher que si tu faisais du AWS. Mais t'as pas la compétence de DevOps. Voilà, à avoir. Ouais. Donc c'était ça l'enjeu. Et je pense que de toute ma vie, j'ai jamais autant travaillé. Même quand j'avais ma boîte, j'ai fait une semaine où c'était à base de 15 heures par jour et j'ai fait une journée à 23 heures sur la même semaine. 23 heures non-stop que du boulot. 23 heures de travail dans une journée. Ouais. Oh la vache, attends. Et tu te réveilles tu dors 1 heure et tu recommences, quoi. Oh la vache. Mais pourquoi? C'est parce que tu as changé l'infra et que ça marchait pas. Ah, ok. Et le site, du coup, Ma Ville Mon Shopping, ça a été racheté par La Poste. Okay. Le groupe La Poste, et il y avait beaucoup comme on était en plein confinement machin, La Poste regardait, c'était le projet dans l'œil du cyclone, et donc il y avait beaucoup de rendez-vous avec La Poste pour montrer le produit, et donc le produit fallait qu'il marche, quoi. Ok. Donc j'ai tout donné sur cette semaine, ce qui fait que j'étais un peu, alors je veux pas donner justifier, j'étais un petit peu tendu. Bah oui. Tendu. Bah tu dors pas beaucoup. Un peu tendu et avec les équipes tech que je venais de rejoindre, j'étais un peu dur. J'arrivais avec un peu dur, genre non, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, là c'est pas perf et là ça va nous faire tomber notre site. Voilà, hop. Donc tu jongles entre faire toi-même le changement d'infra, puis en même temps devoir un peu manager. Et là dans mon équipe, ça dès le début, ça a explosé. Je peux dire les mots, hein, je pense que j'ai pas honte, hein, mais globalement, donc déjà ils m'ont surnommé King Jun-un. Mon pseudo c'est Jun. Oh la vache. Donc, c'est King Jun-un. Ça c'est resté jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est une blague, mais c'est resté. Et comment et sur un daily, j'ai un des collaborateurs qui a quitté le daily. Mais non. En disant non, mais tu peux pas nous parler comme ça. Et donc moi j'ai repris, évidemment. Je pense que quand t'es manager, tu te remets en question. Enfin c'est tout l'enjeu. Oui. Et donc je me suis remis en question. J'ai dit non mais attends, mais là je dois faire une dinguerie. Donc j'essaye de reparler avec la personne. Et là voilà, on crève l'abcès. Okay. Et c'est réglé. Et là je leur ai dit ok, je vais vous expliquer ma technique la manière dont je manage. C'est un peu particulier, je vous avoue. Des fois je suis franco, pied dans le plat. N'hésitez pas à l'être avec moi. Dès que ça dépasse, vous me le dites, ça dépasse et voilà. Et vous, c'est pareil. Par contre, vous pouvez y aller si vous y a un truc qui. Et depuis ce moment-là, là, ça a coulé. Trop bien. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu quand même 0 démission. Il y avait 5 personnes. Non, 0 démission. Ok, trop bien. Parce que t'as décelé rapidement. C'était assez clair. Ouais. C'était assez clair. Attends, mais ils te l'ont dit devant toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Son surnom. Ils t'ont appelé comme ça? Ouais, bien sûr, ouais. Ah oui, d'accord. Mais ils étaient aussi franco avec toi. À ce moment-là, oui, on a crevé l'abcès, quoi. Ah oui, non, mais je pensais que c'était avant. Non. Ok. C'était après. Ah d'accord. Et du coup, je me suis renommé comme ce qu'on utilise Discord. Toute la boîte est sur Discord. Il y a pas de mail. Enfin, on utilise tous Discord. Trop bien. Et c'est hyper pratique, outil de ouf pour travailler, gratuit. D'accord. Et donc sur Discord, pendant longtemps, j'étais Kim Jong-un, quoi. C'est resté. C'est toi qui l'as. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Et puis voilà, comme ça, c'était affiché. Il y avait pas de problème. Il faut s'assumer. Voilà, en fait, faut assumer, quoi. Ouais. À un moment, je pense que voilà. Et en plus, tu leur as dit, t'as communiqué avec eux, t'as pas rompu la communication, tu t'es pas renfermé sur toi-même. Tu leur as dit, écoutez, on va crever l'abcès. Moi, c'est pas je veux pas être un tyran. Ce que je veux, c'est voilà. Tu vois. Et pour être totalement honnête, du coup, sur les 4 ans, c'est revenu des fois. Ils sont venus voir en me disant non, mais franchement, mec. Mais par contre, alors là, c'était pas un problème parce que le discours était complètement ouvert. D'accord. Ah non, franchement, mec, là, t'as été un peu dur avec moi. Bon, ok, peut-être, attends, fais voir. Ouais, peut-être, ok, bon, pardon. Désolé. Mais dur à quel point? C'était sur les PR, sur le communication verbale, directe?
communication par indirecte. Dans l'open space, tu te levais Non. et tu hurlais? Non, surtout pas. Non, Oui. pas ce genre de choses. Non, jamais hurler, ça faut pas faire, ça c'est pas bon. Non, c'est plus dans la manière de dire les choses, quoi. C'est de pas prendre de pincettes, de pas mettre de forme. Ah, d'accord. De pas mettre de forme. Ok. Par contre, ça a le mérite de faire passer, ça a le mérite de faire passer les messages. Bah, ça va tout droit, quoi. Au lieu de faire un petit, tu tournes à droite, à gauche, à droite. Tu ne prends pas, par contre, non, t'as quelque chose à dire à quelqu'un, tu le prends dans une salle à part. Non, il y a des limites. Ok, tu m'as fait peur. Non, tu m'as fait peur. Il y a des limites à pas dépasser. Oui. Mais c'est que quand tu es en discours en one-to-one avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose à dire, bah on va le dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai monté ma boîte avec mon associé, c'est que la vérité, tu pourris une relation à ne pas dire les choses. Et des fois, vaut mieux... la communication, c'est la clé du succès. C'est ça. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, donc c'est resté une private joke pendant très longtemps. Un tyran mais bienveillant. Je pense que j'espère, je parle, je sais pas, à la place de ton équipe, de mon équipe, mais on leur demandera. Je pense que c'était ça. Ouais, tu pourras. Si jamais t'en fais venir un ici un jour. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Le thème sera comment j'ai subi mon manager. Ah la vache. Mais voilà, donc ça c'est pour la partie CTO. Et c'est pareil, c'est une expérience incroyable. Ça s'est processisé au point que typiquement au-delà de la tech, maintenant c'est une boîte de 70. T'es passé de 50 à 70? Ouais, j'ai monté dans l'équipe tech, j'ai fait 20 recrutements, j'avais 5. Quelqu'un est parti et du coup on a recruté pour jusqu'à 20 développeurs. Une équipe produit, des QA, et voilà, et toutes les sales, les opérations, voilà, tout le monde, le comité de direction s'est agrandi, et c'était une excellente expérience parce que typiquement quand tu es avec des gens dans une salle, avec des gens qui sont hyper smart sur leur domaine et qui sont pas là pour te prendre du périmètre, enfin pour faire de la politique, ils sont là juste pour faire avancer le bateau. Ça c'est trop bien. Le même que toi, que tu vois que tu peux poser des questions sur leur sujet et inversement, c'est que du bonheur. C'est du bonheur, ouais, je suis d'accord. Et donc oui, 20, les process nickel, donc de l'agilité, du Kanban au début du Scrum, tester plein de trucs, les maps ça marche pas, c'est les maps des enfers une fois par semaine, après une fois toutes les 2 semaines, bon on va faire du Kanban et on a fini un truc où c'est complètement autonome, avec des tests automatisés dans les pipes, avec des générations d'environnement à la volée, des zéro bugs. Le but, c'était en gros, les features, elles passent en deuxième derrière les bugs. Donc, d'accord. On est arrivé à un truc au top en termes de process, au top, où tout le monde est autonome. Le premier. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il déployait tout le temps? Quand il finissait une feature, est-ce qu'il le déployait en production? Alors non, ça on évitait parce que t'avais quand même du taf un peu de QA. T'as des trucs que tu peux pas automatiser, donc ça nécessite au QA d'aller tester sur multiples environnements. Okay. Non, c'était par paquet. En gros, quand t'as 7 tickets qui sont prêts dans cette colonne-là, tu lances une map. D'accord, ok. Voilà, c'était et en autonomie. Et d'ailleurs, donc les leads. Après, il y a eu plusieurs équipes pour 20, donc il y a évidemment plusieurs équipes agiles. Okay. Il y a des leads dans chaque équipe et eux sont autonomes sur leur équipe. Et c'est quand il y avait un recrutement, le premier truc qu'il faisait faire au nouvel arrivant, c'était une map. Mais en l'onboardant quand même. Avec lui, oui. Oui, d'accord. Okay. Mais pour montrer que c'est un non-événement. Mais c'est le premier truc. C'est ce que je fais quand je vais dans une entreprise. Moi, la première chose que je fais, c'est je livre en prod. Voilà, ouais. C'est ça. C'est ton baptême. Ouais, c'est ça, c'est ton baptême. Mais c'est le premier truc que tu fais. Ouais. Dès qu'il y a la première map, allez, c'est avec toi. Viens. Ah, d'accord. C'est pas un ticket qui fait, tu fais pas le ticket et tu fais pas du début jusqu'à la mise en production. Ah non. Non, c'est tu vas Ah d'accord. Il y a une map, tiens, viens faire la map avec moi, je vais te montrer sur quel bouton appuyer, tu vas voir, c'est pas un problème. Et donc ça fluidifie vachement. Ça démystifie, d'accord. Ouais, je trouve ça cool. OK. Et tu vois l'impact direct sur la prod, parce que ça reste une entre guillemets une petite une moyenne structure, une scale-up quoi. Ou une TPE, on appelle ça comme on veut. T'as fait quoi là-bas 4 ans? Ouais, 4 ans. 4 ans de bonheur. Et puis mon fondateur a quitté l'entreprise et moi du coup j'avais déjà une idée entrepreneuriale et j'en ai profité pour le suivre et quitter aussi l'entreprise à ce moment-là. Alors le suivre comment? Juste profiter du fait qu'il parte pour partir aussi.
Ah, d'accord. Donc j'ai créé Betterfolio, qui est comment dire, vu que j'ai fait pas mal de recrutement en tant que client final, j'avais beaucoup de SN avec qui je travaillais et de cabinets de recrutement qui m'envoyaient ce qu'on appelle des dossiers de compétences ou des CV qui sont je sais pas si tu vois rebrandés Oui. à leur nom anonymisé, mais c'est des Word qui sont la plupart du temps un peu vieillot Avec il y a des pas paddings, des espaces, des il y a fois, il y a un qui se ressemble. le contenu est pas toujours bien rédigé, mais je veux pas jeter la pierre parce que en fait c'est pas forcément c'est pas forcément leur cœur de métier en fait ce Ils font ça sujet-là. vite, et puis des fois, ils demandent Au au candidat de le candidat de faire. le faire. Et lui, c'est la 4e fois qu'il en fait, donc il a pas envie d'en refaire un, donc je jette pas la pierre non plus. Et c'est pareil, moi, je reçois un dossier de compétences, je dois dire oui ou non, je mets 2 jours, je réponds pas, je suis sûr que le commercial, il se ronge les ongles en se Ah disant, oui. en se disant est-ce que machin. Voilà, donc j'ai créé Betterfolio, c'est un outil qui permet de générer des CV, des portfolios, dossiers de compétences en B2B en 1 minute 30 et Trop qui bien. génère du contenu à la place. Si jamais il n'y a pas de contenu qui est indiqué, ça va le générer et ça se trompe très très peu. Donc ça fait gagner un temps de dingue et ça permet quand même au candidat de le valider. Voilà, Et ça génère du contenu par rapport à l'intitulé de poste du et candidat. la boîte. Et la boîte. Ah, d'accord. Ouais. Trop bien. Et la boîte. Et donc ça te génère 5 bullet points, les skills, voilà. Donc tu as l'ensemble des skills, c'est plutôt joli, c'est un format un peu particulier parce que c'est un portfolio avec une URL, tu peux télécharger un PDF qui est un print comme si toi t'avais fait ton qui est joli qui est comme si toi t'avais fait ton CV. Trop bien. Mais l'avantage c'est d'avoir ce lien qui te fait une page web très jolie, un portfolio. Mais sur lequel tu peux avoir des features qui n'existent que si tu fais du web. Par exemple, quand ton client il l'ouvre, t'es notifié que le client l'a ouvert. Donc tu peux le rappeler pour lui dire au fait t'en as pensé quoi. Sur le portfolio, tu peux planifier ton entretien si t'aimes bien le profil directement. Bouton. Tu peux refuser l'entretien si tu déclinais l'entretien. C'est comme un ERP, quoi, on va dire un ERP. Mais pour le client final, tu vois, le client final, il reçoit le CV et il dit, au lieu de dire bon, je répondrai au mail dans 2 jours, t'as un bouton non, je veux pas le voir parce que manque d'expérience. Hop, case à cocher, c'est bon. Et le commercial, s'il a un autre profil, il reçoit l'info, il dit ah cool. Voilà. Donc ça résout 3 problèmes globalement. Le premier, c'est la réactivité. Tiens, j'ai un profil, je te l'envoie. Deuxième problème, c'est ah mince, le candidat il a pas tout rempli. Ok, ça va remplir à sa place. Je vais lui faire valider. Il a juste qu'à valider, c'est bon. Et le troisième, c'est la partie pilotage où je suis notifié quand le client final a décidé oui ou non de prendre le candidat. Voilà, c'est un peu ça la boîte. C'est du Next.js. Next.js, ok. Donc voilà, j'ai pris une techno que je connaissais pas encore parce que je voulais je voulais voir ce que c'était cette techno. Trop bien. Même là, t'as prouvé une nouvelle technologie. Ouais, elle est pas mal, mais ouais. c'est pas mal, mais après ils sont quand même marrants. Ils sont quand même marrants. Pourquoi? Parce que tu sais, ils font des conférences pour dire on a sorti un nouveau truc super génial, alors nos serveurs Action Component et tout, et t'es là genre t'as tout le monde dans la salle qui applaudit et toi tu regardes, premier commentaire, PHP le fait depuis 40 ans. Bah oui, c'est vrai quoi, genre c'est vrai quoi les gars, genre là, c'est quand même Et mais là maintenant t'as la double casquette, CTO et CEO. Ouais. Du coup là tu fais les deux. Donc là encore une nouvelle Mais je m'associe. Ah, tu t'associes là? Ouais, je m'associe, ouais. Ah, d'accord. Je m'associe avec un profil complémentaire aussi. Je m'associe avec un profil complémentaire parce que je crois dans la boîte, parce que je crois dans le produit et que je pense que mon associé en l'occurrence aussi et que du coup on va se mettre c'est pas un side project quoi, c'est on va vraiment développer, on va monter le truc et ça va être super. Et c'est déjà franchement le produit il est hyper avancé. Ouais, trop bien. Donc il est commercialisé. Là on est sur la phase de commercialisation. Trop bien. On a des prospects, on a des clients qui testent, donc on est en plein dessus. On vient d'ouvrir la commercialisation. C'est top. Encore une fois, c'est une nouvelle aventure. Sans flyers. Mais des flyers mais numériques. Ouais, c'est ça. C'est des CV numériques. Ok, trop bien. Mais là en fait c'est aussi une phase c'est early stage et peut-être c'est ça qui te fait vibrer toi, c'est des entreprises qui commencent à être créées ou qui sont en cours de création, d'explosion et après Non, j'aime bien la celle du milieu là quand on était 50, c'est entre 50 et 70, c'était pas mal. D'accord. J'ai jamais été CTO de 150 personnes, je pense que ça se fait mais c'est juste que ou plus
je sais pas si j'aimerais bien, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, non, il y a des étapes cool Dans chaque partie. dans chaque partie. Ok. Franchement, c'est dur le début, hein. Ouais, c'est, ouais. Le Ce que t'as raconté sur Art Photo Limited, je pense que ça doit être extrêmement difficile. Ouais, mais même là, des fois, il y a t'as des moments de down en fait. T'as des jours et tout seul. Être solopreneur vraiment de son truc tout seul, t'as besoin de quelqu'un des fois qui te tire vers te le haut motive. Oui. quand toi t'es dans le down. Hein, Ouais, c'est pas faux. et aussi bien le lendemain tu pètes la forme et voilà. Trop bien. Et je trouve que ouais, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que tu balances. En fait, je vois ça comme un escalier et à chaque fois ça, tu sais, t'augmentes le curseur. Allez. Et après, j'arrive pas à trouver, me dire qu'est-ce que tu peux faire après d'aussi fou que monter ta boîte de Betterfolio. Alors, je suppose qu'il y a deux trucs. C'est soit aller en effet dans un grand groupe et gérer beaucoup de gens en pur entre guillemets pur management, toujours technique mais pur management. Mais si tu me dis où est-ce que je me vois dans, allez, on va dire plutôt 10 que 5, mais dans 10 ans, bah le truc de Betterfolio, j'en ai fait deux quoi. Genre, je l'ai fait, je l'ai revendu et j'en refais une autre. Je dirais que pour le moment c'est ça, mais D'accord. comme t'as pu le voir dans le parcours, ça change, donc on sait Ouais. mais je pense pour le moment ce serait ça, La liberté, je vais dire les gros mots qui fâchent, hein, mais la liberté financière et la liberté de temps. J'aime pas trop l'immobilier, je vais pas écrire un livre, j'aime la tech, mes seules cartes c'est celle-ci. Donc c'est celle-là que je joue. Ouais, grave. Autant capitaliser sur ce qu'on sait faire, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de poser une dernière question, plutôt deux dernières, mais une qui m'intéresse énormément, c'est sur l'IA et l'automatisation. Est-ce que toi, tu dis au début, tu l'utilisais pas, qu'il y a des choses maintenant que tu fais avec l'IA. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'utilisais pas parce que c'était moins, démocratisé. Oui. La manière dont j'ai codé ce matin versus la manière dont j'ai codé chez TF1 il y a 12 ans, c'est un monde. Il y a un monde entre les deux qui la vitesse à laquelle tu développes, c'est au-delà de l'expérience, rien que par l'outillage et notamment l'IA. J'utilise Cursor, pardon, j'ai pas noté, mais j'utilise Cursor. J'ai fait du GitHub Copilot. Je suis plutôt fanat de nouveaux outils. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et là, je me vois pas travailler sans Cursor là. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce que c'est Cursor pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est un IDE, donc un environnement un outil qui sert à faire à taper du code dedans. Sauf que ça essaye alors ça fait plusieurs trucs, mais ça essaye de prédire ce que tu vas écrire et ce que tu vas faire partout dans ton code, et donc tu fais tab. Ouais, j'ai déjà utilisé ça, mais c'est mindfuck. Des fois, je regarde, je fais, mais il lit dans mon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Incroyable. C'est impressionnant. Et jusque tu peux, t'as un agent, il y a inclus où tu lui dis, moi je veux une page qui fait ça, et il te le fait, et tu lui dis non mais beau, et il te le fait et c'est beau. Oh la vache. Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'était quand même plus rapide que si j'avais tout fait tout seul. Donc, je pense qu'il faut pas être, si ta question c'est ça, je pense qu'il faut pas être fermé aux nouvelles techno. Faut toujours être dans comment dire, dans l'avant-gardisme, non? C'est ça, l'avant-gardisme, mais sans tomber dans le paradoxe, enfin le paradigme du l'objet qui brille là-bas, je vais toujours vers un objet qui brille, parce qu'en fait sinon t'avances pas. Je suis d'accord. Là typiquement il y a un autre IDE qui est sorti qui s'appelle Windsurf. Voilà, il y en a toutes les semaines des trucs qui sortent. Si tu passes ton temps à switcher d'outils, bah du coup tu passes pas ton temps à coder ton produit. Oui. Je comprends. Donc par contre, bah ouais, des outils d'IA, j'en utilise plein. J'en ai un autre gratuit qui est plugué sur ton Google Calendar, qui s'appelle Reclaim AI, et où tu globalement tu dis pour dans 2 semaines je veux faire telle tâche, et lui il va chercher dans ton calendrier où tu as un créneau, il te le cale. Et si tu mets une réunion à cet endroit-là, il le déplace tout seul. Il gère ton calendrier. C'est un assistant virtuel. De calendrier, ouais. Ah ouais, magnifique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si l'IA complètement ouvert. Alors, la grande question que les gens aiment bien se poser sur LinkedIn, oulala, est-ce que ça va nous remplacer?
Bah, peut-être, mais c'est pas grave, non. Non, Non, au pire, on fera autre chose. Bah oui. Je veux dire, Non, mais grave. il y a une époque où l'infra, où l'infra, bah, c'était des serveurs dans sa maison, et ensuite il y a eu le cloud. Bon, bah, où est-ce qu'ils sont partis? Travailler chez AWS. Bah oui. Non, en vrai, Non, mais je grave. pense qu'il y aura toujours. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est juste une évolution. Une évolution, bah oui. Et en plus, les choses qu'on fera, bah, on prendra les choses mieux et il fera les choses qui sont un peu rébarbatives. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'entends quand on aime taper du code, taper au sens de la syntaxe, ah bah c'est sûr que lui, il va l'écrire peut-être plus vite que toi. Oui. Bon bah au pire, si c'est vraiment ta passion, bah le soir t'écris du Tu code. réécris. Voilà. C'est comme quand tu faisais des lignes quand t'étais petit. C'est Bah, ça. tu fais pareil. Peut-être que tu arriveras à sa vitesse. Non, je sais pas, je dis ça en Oui. blaguant, mais oui, bah au pire fais de la dactylo. J'ai recruté un dev qui faisait de la dactylo, il est champion de France de dactylo. Il a 2 claviers, un sur chaque main. Ah oui. Et il tape orienté. il tape extrêmement vite. Je pense qu'il va plus vite que l'IA pour le moment, quoi. Ah oui. Ah voilà, vache. Pas mal. Mais donc ouais, non, si t'aimes bien taper, tape, mais je dis ça, j'aime bien taper. Mais voilà, il faut s'adapter. Nickel. Mais en tout cas, merci pour tout ton partage d'expérience. De rien. Est-ce que t'as un mot de la fin? Si j'ai une citation qui résume peut-être le parcours, si t'es le plus intelligent dans la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Ça veut dire globalement, enfin, ça peut se lire, il y a plein de lectures, mais moi, la manière dont je le perçois, c'est entoure-toi des gens qui te font progresser et peu importe le domaine. Quand t'es dev, peut-être que c'est de l'e-tech, des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont dans d'autres technos. Quand t'es CTO, c'est peut-être de marketeurs qui sont très bons et de commerciaux qui le sont aussi. Voilà, c'est un peu ça. Si j'avais un dernier mot de la fin. Top. Génial. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. Et ah oui, dernière chose, si on veut te contacter, comment on peut faire? Par LinkedIn. J'ai mon LinkedIn qui est ouvert, Junior Bernard. Et sinon, betterfolio.tech, si c'est le produit qui intéresse, betterfolio.tech, betterfolio.tech. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Allez, bah à plus. Salut.